Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, épisode 19 de Dans la zone. Je suis accompagné de Mathis et Kylian. Première d'ailleurs pour Mathis avec moi. J'espère qu'on vous donnera un cocktail bourré d'arguments intéressants. En tout cas, j'ai hâte de te découvrir Mathis dans ce rôle de chroniqueur. Les gars, on commence sans plus tarder sur le premier sujet. Je vous demande pas si ça va, de toute façon, je pense que ça va au vu du mercato qu'on est en train de faire, hein. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais là, l'OM est clairement entré dans sa phase 2 en ce début du mois d'août. Les gars, donc je vous lance directement sur le premier sujet. On l'a vu, contre Séville avec, les entrées de Daryl Bacola et de Robinho Vaz. D'ailleurs, De Zerbi le disait déjà, en interview, quand on lui a posé la question par rapport au fait de faire jouer les jeunes, pour lui, bah, je vais le citer directement, hein, c'était quelque chose de très important. Absolument, on compte sur eux, ils auront plus de temps de jeu que l'an dernier. C'est la politique du club, il ne faut pas les lancer trop tôt, mais il ne faut pas non plus avoir peur de les mettre sur le terrain. Donc c'est quand même, moi, une citation que je trouve assez forte et qu'en dit long sur ce qu'aspire à faire, De Zerbi des jeunes et en l'occurrence, Bacola et Vaz la saison prochaine. Je vous pose la question et je vais commencer par toi, Kylian. Est-ce que les jeunes de la formation auront un vrai coup à jouer dans cet effectif la saison prochaine, en sachant en plus que, comme je le disais en intro, le mercato commence à vraiment s'emballer avec de plus en plus de recrues? Moi, je pense que les jeunes auront un coup à jouer dans ce dans cet été et même dans cette année 2025-2026, parce qu'en fait, c'est une configuration en fait, qui est totalement différente par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière, où on avait des matchs de Ligue 1 et des matchs de Coupe de France, même si la Coupe de France, on est sorti très très rapidement. Mmh. Et en fait, ce qui fait que l'année dernière, on n'a pas pu faire énormément jouer les jeunes, c'est parce qu'en fait, on était dans une urgence et dans une obligation de se qualifier pour la Ligue des Champions et il fallait mettre la meilleure équipe possible, ou en tout cas l'équipe la plus compétitive pour assurer cette qualification en Ligue des Champions. Là, pour cette année, avec le nombre de matchs, avec la rotation qu'il va y avoir, notamment avec l'enchaînement en Ligue 1, Ligue des Champions, je pense qu'il y a des jeunes qui pourront tirer leur épingle du jeu au sein de cette saison. On le voit avec Vaz, on le voit avec Bacola sur cette préparation, ils ont énormément joué, donc ça veut dire que le coach compte vraiment sur eux. Mmh. Donc moi je pense qu'ils auront vraiment leur coup à jouer, surtout qu'en plus ils ont fait une très très bonne préparation, surtout le petit Bacola qui m'a énormément plu de par sa maturité et sa personnalité au milieu de terrain. J'ai trouvé vraiment qu'il était très très intéressant. Donc je pense qu'ils auront vraiment un coup à jouer du fait de l'enchaînement des matchs et du fait que voilà, il y aura un gros turnover, rentreront, je pense, dans ce turnover pendant la saison. OK, je vois tout à fait ce que tu veux dire sur, je te passerai la parole juste après Mathis, mais pour Bacola, moi je te rejoins. Je trouve que ses entrées, elles sont pas juste dans l'apport et dans l'idée de se faire dire: «On fait tourner l'effectif, on fait rentrer un joueur». Moi j'ai vraiment la sensation qu'il ajoute sa pierre à l'édifice à chaque fois qu'il rentre sur le terrain et il y a ce côté prise de conscience, à mener son caractère et je pense que, ouais, ça peut être intéressant de le voir un peu plus. Est-ce que, tu es de cet avis, Mathis, ou tu es un peu plus sur la réserve, toi, concernant les jeunes, cette saison? Non, non, je suis, totalement d'accord avec vous. On en avait déjà pas mal parlé sur le dernier, DLZ avec Lilian et Tino. Justement, on parlait des jeunes, on parlait de Bacola, de Vaz et même un peu, à moindre degré Abdallah, qui pouvaient peut-être apporter Mmh. quelque chose à l'OM et moi j'étais de cet avis-là qu'ils avaient vraiment une carte à jouer, dans cet effectif et dans la saison comme Kylian l'a dit avec, tous les matchs qui vont avoir lieu pour l'OM, il va y avoir besoin de faire tourner et ben, autant prendre des joueurs qui sont déjà dans notre effectif, de jeunes joueurs, autant leur donner leur chance plutôt que d'aller recruter en pagaille d'autres joueurs qu'on connaît pas, qui pourront peut-être pas s'adapter au Vélodrome, à l'OM et cetera. C'est mieux d'aller piocher directement dans notre équipe de jeunes et avec des joueurs comme Bacola, tu l'as dit, c'est pas juste un jeune qui est là, qu'on fait jouer juste pour jouer. On sent qu'il a quelque chose, qu'il est là vraiment pour apporter son jeu. Il est déjà, il a déjà vraiment comment dire, du caractère. Il apporte vraiment déjà son jeu. On sent vraiment qu'il est là pour totalement jouer comme il a envie de le jouer, comme il sait jouer. Il est pas juste là pour faire le nombre. Et Vaz, pareil, on voit beaucoup de personnalité dans leur jeu. On voit vraiment qu'ils sont là pour se montrer, qu'ils ont pas peur justement malgré quelques erreurs, évidemment, c'est normal, ils sont jeunes. Mais on voit vraiment qu'il y a de la personnalité et c'est ça qui me plaît le plus. Parce que c'est bien d'avoir des jeunes qui vraiment se montrent, ont de la personnalité
et n'ont pas peur de faire des erreurs en fait. Ils sont jeunes, c'est pas grave, on va pas leur en vouloir, mais c'est bien justement de se montrer et de montrer qu'ils ont une carte à jouer et pas juste, je le disais dans la dernier DLZ, c'est bien d'avoir des jeunes comme ça et pas juste des joueurs qui sont là, qui font le strict minimum, qui sait absolument de pas faire d'erreur parce qu'ils ont peur du coach, etc. Non, il faut des joueurs avec du caractère. C'est avec des joueurs comme ça qu'on va avancer et c'est bien, c'est top pour l'OM, quoi. Il y a un fantasme en plus, surtout qu'on retrouve chez les supporters marseillais, un peu de voilà, de voir lancer, Nomino. C'est quelque chose qui en plus se produit assez rarement. Celui qui a le mieux réussi, on va dire ces dernières années, c'est Boubacar Kamara, hein, qui incarne le mieux l'idée de représenter le centre de formation. Moi, ce qui me plaît et ce qui fait écho un peu à tout ça, c'est dans la citation de Zerbi là, dont je parlais tout à l'heure, c'est lorsqu'il dit: «C'est la politique du club». Ça sous-entend quand même que tu aspires avec ton projet, au-delà des ambitions sportives, à vraiment intégrer les jeunes de façon, marquée dans, ton projet sportif. Tu as envie que, ça se représente alors, je ne sais pas s'ils doivent forcément avoir des chiffres en interne, hein, si c'est, inclure, 5 jeunes de la formation d'ici la fin de saison dans l'équipe pro et cetera. Mais quand on dit: «C'est la politique du club», ça veut vraiment dire que c'est pas juste pour nous faire plaisir, c'est pas juste, mettre pour mettre et que, c'est dans la continuité de ce que veut faire le centre de formation et que l'OM à terme attirera de plus en plus de gros talents et j'espère pourra les lancer parce que c'est vrai que, bah, c'est ce qui manque, hein. Je ne sais pas si vous en avez d'autres en tête. Moi, j'ai cité Camara, mais, Kylian, est-ce que tu penses à d'autres jeunes, il y a pas longtemps qu'on a pu lancer ou quoi, même toi Mathis, hein, je sais pas, hein, je Bah, à part Maxime Lopez là de Bah, tête, Maxime Lopez quand même. ouais, c'est vrai, franchement, ouais. Ouais, Maxime Lopez qui a quand même fait son petit trou en équipe première, qui a quand même Mmh. eu pas mal de minutes avec Rudy Garcia notamment, qui a joué aussi un petit peu sous Villas-Boas. Donc, ouais, on va dire vraiment que c'est les deux joueurs là vraiment éclos du centre de formation. Sinon, il faut remonter, ouais, à peut-être Samir Nasri, qui est vraiment l'incarnation, on va dire, de l'histoire du centre de formation du club. Mais si on prend les années récentes, ouais, pour moi, c'est vraiment Boubacar Kamara et Maxime Lopez qui incarnent pour moi le centre de formation, du moins sur les 10 dernières années. il y a On Bamba espère. Dieng aussi qui avait pas mal apporté aussi quand même, quand il était là, il a quand même fait ses matchs, il a marqué demi-finale de coupe d'Europe et tout, Bam- en Dans une soi moindre mesure, mais c'est ça, dans ap- une moindre mesure, Après Bamba Dieng, évidemment, mais Bamba Dieng, je crois que c'est un petit peu différent parce que je crois qu'il ouais, me bien sûr, semble oui, c'est différent, mais chez les Diambars, il me semble, après c'est ça. l'OM. Donc, enfin, c'est un peu totalement différent de Camara et Oui, Lopez, qui sont vraiment des joueurs de la ils sont région, vraiment qui issus du sont centre de vraiment du formation, cru et qui etc. ont percé. Ils sont vraiment issus du centre de formation, quoi. Alors que Bamba Dieng avait déjà fait sa préformation au Sénégal. merci pour votre avis, les gars, sur, sur le coup qu'auraient à jouer, nos jeunes dans la formation. N'hésitez pas dans les commentaires, hein, s'il y en a d'autres, d'autres jeunes auxquels vous pensez qui pourraient se développer chez nous cette saison. On a vaguement évoqué Abdallah. Moi, je pense aussi à Selami, au milieu de terrain et puis, peut-être derrière Alexis Koum qui avait, notamment au poste de latéral gauche, eu quelques minutes, il me semble, la saison dernière. Voilà, donc n'hésitez Saison pas si vous dernière. avez d'autres idées en commentaire Ouais, et c'était à Saint-Étienne, il me ouais, semble. vas-y. Il est Ouais, c'était à pardon? Saint-Étienne que Alexis Koum était rentré, ouais. C'était à OK. Saint-Étienne qu'Alexis Koum était rentré. OK. Ouais, ouais, non, excuse-moi Kiki, c'est parce que j'avais pas entendu. Ça marche. Donc si vous avez d'autres pistes, d'autres idées, n'hésitez pas à nous les dire. Comme vous le savez, on a recruté, Aubameyang, annoncé il y a peu, mais qui était teasé quand même depuis, la mi-juillet. Peshao, Gouiri, Greenwood qui fait une pré-saison pardon en comment on dit? En boulet de canon, hein. Il est déjà à son 5e but qu'il Sixième, a je mis crois, contre sixième but, ouais. 10e même contre Séville. Sixième Voilà, but. donc un Sixième but. Greenwood qui démarre très fort, mais avec tous ces profils offensifs, les gars. Et moi, je pense surtout à nos 2 numéros 9, à Aubameyang et à Amine Gouiri. Est-ce que pour vous, un, changement de système n'est pas, à ambitionner, pour le cours de la saison? Est-ce que ce sont des profils compatibles? Qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces attaquants en sachant en plus
que, Aubameyang, lui, vient précisément pour ne pas jouer, numéro 2, ne pas cirer le banc, hein. Il l'a réaffirmé en conférence de presse, lors de sa présentation. Aubame, c'est un numéro 1 bis au pire. Donc comment est-ce qu'on pourrait associer nos 2 numéros 9? Mathis, dis-nous tout, je te laisse, commencer. Est-ce que pour toi d'ailleurs déjà c'est compatible? Je parle d'association, mais est-ce que pour toi c'est envisageable? Ouais, totalement. Moi, je pense que c'est 2 joueurs qui sont, très différents, donc qui peuvent totalement être compatibles, au niveau du jeu. Mais en tout cas, je pense que c'est trop tôt pour déjà parler de changement de système et cetera, pour essayer de faire jouer les 2 ensemble. Moi, je pense que là, on est parti sur cette base de 4-3-3. Je pense qu'on pour le moment, tant que ce il y a pas je trouve pas qu'il y ait de raison pour vouloir changer absolument de dispositif pour le moment avec cette pré-saison. Donc, on va rester pour moi, sur ce dispositif. Après, à voir comment la saison se déroule évidemment, mais en tout cas, si jamais on doit passer sur un système peut-être à 2 attaquants, parce que j'ai du mal quand même à voir, Aubameyang comme, à sa grande époque où il pouvait jouer sur le côté et cetera. Maintenant à 36 ans et tout, j'ai un peu de mal quand même à le voir, évoluer sur le côté. Gouiri, je suis pas sûr que ce soit trop le top non plus. Je préférerais avoir, si jamais il y a une association, je préférerais avoir les 2 devant. Après évidemment, ils peuvent permuter si jamais un des 2 vraiment démarre à gauche et cetera. Mais je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Moi, je préférais vraiment si on les aligne, c'est vraiment tous les 2 ensemble devant. Donc pour le moment, je suis pas sûr que ça arrive. Moi, je préférerais rester sur le 4-3-3 avec, 2 ailiers purs, avec Greenwood à droite évidemment et à gauche pour le moment Rowe avec Paixão après qui va prendre du rythme, qui va apprendre à connaître ses coéquipiers et cetera. Il va prendre sa place, j'en suis sûr, même si Rowe, pour moi, a totalement sa carte à jouer. Il peut totalement, lui mettre une grosse concurrence et il va pas lui laisser la place sans rien dire quoi, c'est sûr. Donc voilà, pour moi, c'est un peu tôt pour parler de changement de système et cetera, mais évidemment, les 2 profils sont totalement compatibles, avec les 2 joueurs qui ont des qualités, très différentes. Justement, en ce sens, les 2 sont un peu des dévoreurs d'espace, mais dans leur zone, j'ai envie de te dire, parce que tu as Mmh. Aubameyang qui est un attaquant qui maîtrise il a fait une grande partie de ses qualités, pardon, là-dessus, c'est l'espace en profondeur. Donc lui, il est capable et même, je pense, encore aujourd'hui, de faire des courses, dans le dos de la défense. Là où Gouiri, tu vas aussi le retrouver, dans des zones plus proches du milieu de terrain, à dézonner un jeu, dos au jeu. Bon, il est capable de jouer en profondeur, hein, c'est pas la question, mais par exemple, lorsqu'il était associé à un autre attaquant, à Rennes, et ben, il avait aussi tendance à dézonner. Donc avoir cette association-là, ça peut être, intéressant à envisager. Est-ce que pour toi, Kylian, aussi, c'est quelque chose de compatible ou pas du tout aussi au vu de l'armada offensive, que je citais précédemment, hein? Si tu as un joueur comme Paixão, est-ce que tu peux, quand même aligner les 2? Tu as Greenwood aussi, bien sûr, qu'il ne faut pas oublier. Donc comment est-ce que toi, tu concevrais ça? Bah, en fait, moi, je pense surtout que, comme l'a dit Mathis, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour parler Mmh. de changement de processus. Tu as démarré ta préparation dans un système en 4-3-3. Donc, on va dire que les joueurs commencent à avoir un petit peu leurs repères et, on va dire, leurs habitudes et leurs automatismes dans un système 4-3-3. Changer totalement, tu as fait venir Aubameyang, pour moi, serait un petit peu contre-productif parce que pour moi, ça remettrait totalement en cause ce que tu as travaillé cet été. Mmh. Et ce serait pas totalement le but, j'ai envie de dire. Mais moi, en fait, je vois plus un système qui évolue peut-être en cours de match. Peut-être que s'il y a des matchs où c'est un petit peu plus fermé, on va jouer contre des blocs bas. Pourquoi pas faire entrer pourquoi pas en cours de match faire évoluer le système, passer mettre un Aubameyang sur le côté, un Guiri devant, ou alors l'inverse, mettre Aubameyang sur le côté, Guiri devant, évolue en fonction du match, en fait, en fonction du scénario du match. Mais là, à l'instant T, changer totalement de système, partir sur une nouvelle base, alors qu'on a déjà travaillé, je pense que ça serait contre-productif et je vois pas tellement Roberto De Zerbi changer totalement son système de jeu pour Aubameyang. Et par contre, en cours de match, oui, en fonction du scénario et en fonction de la lecture du match, si le match est un petit peu plus fermé, un petit peu plus bloqué, pourquoi pas en cours de match voir un système qui évolue avec Aubameyang et Gouiri qui seraient alignés tous les 2 devant. Et je trouve que c'est pour moi 2 profils qui seraient complémentaires parce qu'on a Aubameyang qui pour moi est capable de jouer en pivot, est capable de prendre la profondeur, est capable également de jouer en tant que numéro 9 pur ou alors sur un Gouiri qui est capable de jouer en tant que numéro 9, en tant que sur un côté. Donc je trouve que c'est des profils vraiment qui peuvent vraiment se cohabiter. Mais encore une fois, comme j'ai dit, ce serait plus dans un système qui évolue en cours de match en fonction du scénario plutôt que redémarrer sur une
Bon, étant donné que vous êtes, tous les 2, bon même moi en vrai, je vous l'avoue, on est du même avis concernant le système. Pour vous, malgré tout, qui reste et comment se jouerait la place de titulaire? Heu, je le disais en amont qu'Aubameyang ne venait pas pour être un simple tireur de banc, gratteur de minutes. Comment se joue cette place de titulaire? Est-ce qu'elle se joue au mérite? Est-ce qu'elle se joue au profil? Est-ce qu'elle se joue par rapport à l'adversaire? Par rapport à la forme de l'attaquant? Voilà, pour vous, c'est vraiment le poste qui pour moi est le plus discuté, c'est-à-dire où, le numéro 9, enfin le titulaire pardon et le remplaçant ont le plus de chances de se jouer, de se challenger, cette saison. C'est vraiment ce poste-là où moi je vois, qu'on va en bénéficier en plus, hein, de cette compétition-là. Donc, pour vous, comment ça s'agencera, Mathis? Bah, écoute, ouais, tu as un peu dit, tous les critères, hein. Ça va dépendre de la forme des attaquants, ça va dépendre de l'adversaire aussi, s'il faut s'adapter. Un adversaire, même si en Ligue 1, on va pas se mentir, il y en a pas énormément, mais avec, peut-être un bloc un peu plus haut où il faut jouer la profondeur et cetera. Peut-être qu'Aubameyang, il, marcherait plus, dans des matchs comme ça. Bon, on va pas se mentir, en Ligue 1, c'est pas trop le cas. Peut-être en Ligue des Champions, peut-être que le profil d'Aubameyang marcherait un peu plus contre des grosses équipes et cetera. Mmh. Donc, à voir. Évidemment, il y a plein de paramètres à en prendre en compte. Aussi, bah, la forme du joueur. Si, bah, je pense que Gouiri va démarrer, titulaire, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, tu pars Et avec si Doué, jamais, toi? ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, début de Mmh. saison, Gouiri démarre, il l'a mérité avec la mi-saison canon qu'il a fait, il mérite totalement d'être titulaire. Donc, on démarre avec Gouiri et puis après, au fur et à mesure, moi, c'est bien en fait d'avoir moi je le dis, la concurrence, pour être ambitieux, tu es obligé d'avoir une concurrence déjà saine en tout cas et je pense qu'il y aura pas de problème là-dessus. Mais avoir une vraie concurrence, entre 2 joueurs de haut niveau, franchement, entre Gouiri et Aubameyang, je pense que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, on sera pas moins fort en tout cas. Donc c'est bien et puis, ouais, c'est ça, au fur et à mesure, si on voit Gouiri, peut-être qu'il a un peu de mal, il fait de moins bons matchs et cetera. Il y a Aubameyang derrière, il va pas hésiter Mmh. à faire des bons entraînements et cetera et à prendre sa place, si jamais, il doit la prendre et cetera. Mais en tout cas, moi, je pense que ce sera une concurrence vraiment saine et ouais, par rapport, évidemment aussi au scénario du match, Kylian l'a dit, tout à l'heure, si jamais il faut, que les 2 soient alignés en même temps, il y a aucun problème là-dessus. On l'a dit, c'est des joueurs très complémentaires. Je pense que ce sera vraiment, un duo très complémentaire avec des qualités très différentes. Donc non, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais moi franchement, je me fais pas de soucis là-dessus. Tu es de cet avis aussi, Kiki? Je suis de cet avis aussi. Et après, moi, je voulais rajouter aussi une petite nuance. C'est que moi, je pense que le plus méritant jouera, mais encore une fois, en fonction de l'adversaire et en fonction de ce qu'on veut mettre en place tactiquement, je pense qu'un Aubameyang pourrait peut-être être plus utile dans son rôle par rapport, par exemple, les matchs de Ligue des Champions ou même les matchs de Ligue 1 où on n'aura peut-être pas forcément le ballon, comme contre le Paris Saint-Germain ou peut-être contre Monaco, ou de peut-être dans un match où tu aurais peut-être joué un petit peu plus en transition. Un Aubameyang serait peut-être beaucoup plus intéressant de par sa vitesse, de par voilà, sa qualité à prendre les espaces, notamment lors de sa saison chez nous il y a un an. Mais en tout cas, pour moi, je pars du principe que Gouiri doit rester titulaire dans une configuration où on joue contre des équipes où on aura le ballon, où on sera dominateur, où on sera protagoniste du jeu. Un Gouiri, pour moi, serait beaucoup plus intéressant qu'un Aubameyang parce qu'au niveau de la finesse technique et de la qualité technique, un Gouiri voilà, est capable de combiner avec les milieux de terrain, capable de combiner avec un Greenwood, avec un Paixão. Donc, je vois plus Gouiri dans cette configuration-là. Mais dans un match, on aura un petit peu moins le ballon, il faudra un petit peu plus jouer sur la transition. Un Aubameyang, pour moi, sera beaucoup plus intéressant qu'un Gouiri. Les amis, dans les commentaires, dites-nous, si vous aussi vous pensez que Aubame et Gouiri sont associables. De là à changer le système de De Zerbi et quel est votre titulaire? Et si oui, pour quelle raison? Les gars, on va parler de défense, puisqu'on ne l'a pas, on vient de parler d'attaque, place à la défense. On a évoqué en live ce vendredi l'arrivée de Joël Ordonez. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un défenseur, équatorien
qui joue à, pardon, à Bruges. J'ai un petit trou de mémoire. Oui, il jouait à Bruges. Montant de quasi environ 30 millions d'euros avec les bonus. J'ai pas le montant exact. Mais de toute façon, ça devient la deuxième ou troisième plus grosse recrue du mercato marseillais. C'est énorme, hein, c'est énorme le mercato qu'on est en train de réaliser, franchement, que ce soit devant ou derrière. Mais justement, pour derrière, les gars, est-ce que pour vous, il manque encore une arrivée derrière? Est-ce qu'il faut aller chercher un latéral gauche? On sait que le profil de Quentin Merlin, on a perdu Quentin Merlin, donc il nous manque un joueur de son profil. Lirola est encore là, il a fait quelques matchs de prépa. Est-ce qu'on repart avec lui? Est-ce qu'il ne faut pas un autre défenseur central, mais seulement en cas de départ de Cornelius? Voilà, je vous laisse me dire votre avis. Est-ce que pour vous, l'OM doit encore faire une recrue en défense, en sachant que dans ce mercato, je redis qui on a fait Medina au tout début, on a fait Joël Ordonez il y a quelques jours, et on a fait CJ Egan Riley au mois de juin. Voilà. Qui sont tous les trois de métier des défenseurs centraux. Kylian, je te laisse commencer sur ce sujet. Bah, en fait, moi, je partais du principe que dans ce mercato, pour moi, après l'arrivée donc du coup de Paixão et Aubameyang, la priorité pour moi allait se porter sur le recrutement de deux défenseurs supplémentaires, un latéral droit, donc du coup il y a Timothy Weah Ouais. qui devrait arriver, et donc du coup un latéral défenseur central, un latéral gauche ou un défenseur central axe gauche. Pour moi, ce serait vraiment la priorité actuellement. Pour moi, il nous faut encore un joueur en défense. Alors, soit un latéral gauche, parce que peut-être qu'on partirait du principe que Medina serait peut-être placé dans l'axe avec Balerdi, ce qui est peut-être une possibilité également. Ou alors un défenseur central axe gauche. Donc, du coup, ce serait Joël Ordonez qui arriverait. Et donc, du coup, Medina qui serait placé en tant que latéral gauche. Donc, pour moi, oui, il faudra encore un joueur supplémentaire derrière. Pour moi, ce serait vraiment un latéral gauche ou un def central axe gauche pour moi comme priorité. Et je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, il faudra, je pense, après derrière, s'atteler à regarder au niveau des départs, parce qu'il y a quand même encore des joueurs qu'il faut faire sortir dans ce mercato. Je pense à Lirola, je pense à Cornelius, je pense à Mopé notamment. Mais pour moi, oui, il faut encore un joueur en défense pour moi. Joël Ordonnier, ça serait très, très intéressant. On en a parlé vendredi en live, mais l'arrivée aussi d'un latéral gauche supplémentaire aussi ne serait pas de refus. Mais je pense que si tu fais Joël Ordonez, je vois mal un latéral gauche arriver en plus. Donc pour moi, il faudrait encore un joueur encore en défense. Ouais. Tu refais pas une saison avec Cornelius en doublure ultime, j'ai envie de te dire. C'est vraiment le dernier défenseur que tu feras jouer. Parce que je suis d'accord que moi non plus, hein, tu vois, il m'a pas satisfait sur le temps qu'il a passé sur le terrain la saison passée, mais c'est un joueur qui connaît déjà l'effectif, qui est intégré à la formation. Tu sais qu'il aura beaucoup moins de temps à jouer et que la saison dernière, c'était vraiment un concours de circonstances. Donc, Derek, pour moi, s'il joue, c'est voilà, en dernière option ou sur un match de Coupe de France. Donc, à ce point-là, pour toi, ce serait important de le sortir, Cornelius? En fait, ce serait important de le sortir parce qu'en fait, je pars du principe que là, il va commencer à y avoir un embouteillage quand même en défense. Parce que si tu fais Ordonez, ça te fait du coup Ordonez, du coup, Balerdi, Medina, CJ Egan Riley. Ça te fait quand même quatre postes pour, on va dire, deux places. Ça va commencer à devenir un petit peu compliqué pour Cornelius de passer derrière ces quatre-là dans la hiérarchie. Parce que oui, il y a le principe aussi que un Medina peut jouer latéral gauche et défenseur central. Un Egan Riley peut jouer défenseur central et latéral droit. Donc en fait, sur les quatre défenseurs centraux que tu as, tu en as déjà deux qui sont quand même très polyvalents. Donc je me dis qu'en fait, finalement, faire la saison avec ces quatre-là ne me dérangerait absolument pas. Et du coup, dans cette optique-là, pour moi, Cornelius serait peut-être le joueur derrière à faire sortir. Pas absolument, mais s'il y a une offre, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des clubs italiens comme Bologne, je crois, qui étaient intéressés. Mais s'il y a une offre qui satisfait les deux parties, moi, je suis absolument pas contre de faire partir Cornelius dans cette configuration-là. T'es de quel avis, toi, Mathis, là-dessus? Ouais, bah écoute, je suis assez d'accord aussi. Si on fait Ordonez, moi je pense que défensivement, on aura fait notre mercato. Après, évidemment, je suis du même avis au niveau de Cornelius. C'est pas une priorité de le faire partir, mais si on a une offre qui nous satisfait nous, qui satisfait le joueur, bah merci Tu le pour remplaces, ça les veut dire? travaux l'année dernière. Pardon?
Si départ, je t'ai pas demandé non plus Kiki, mais si départ de Cornelius, numériquement, tu le remplaces, hein. On est d'accord? Moi, je pense pas, hein. Moi, je pense pas parce Ah que, ouais? comme Kylian l'a dit, si jamais, Moi, je pense pas. Bah, en vrai, je pense pas, comme je l'ai expliqué. Comme je l'ai expliqué, en vrai, tu peux pas, en vrai, tu peux le remplacer, oui, numériquement, mais comme je l'ai dit, tu as quand même quatre défenseurs centraux, dont deux qui sont quand même très, très polyvalents. Donc, je me dis que ce serait pas nécessaire pour moi de remplacer numériquement un joueur comme Cornelius. Moi, je pars du principe que s'il devait y avoir des futurs arrivées après l'arrivée du défenseur supplémentaire, ce serait peut-être plus au milieu de terrain parce qu'on n'a toujours pas remplacé Rongier mmh. et peut-être trouver une doublure à Greenwood. Peut-être, ce serait des opportunités en plus. Mais pour moi, si Cornelius venait à partir, le remplacer numériquement, ce serait pas une obligation. Quand on voit les défenseurs qu'on a et les profils de défenseurs qu'on a avec la polyvalence qu'ont certains. Donc, moi, je pense que non. Moi, je te rends la parole juste après Mathis, hein, pour la question. Et juste en réponse à ça, moi, je dirais quand même le remplacer par un central axe gauche, du coup, capable de jouer latéral gauche. Bon, il y a eu des pistes qui sont sorties, mais même à moindre coût. Parce que pour moi, en fait, si tu sors Lirola et Cornelius, tu te retrouves avec en latéral et central gauche de métier seulement Garcia et Medina. Et l'idée d'avoir une doublure de doublure, en sachant qu'à droite, Wea est quand même très axé offensif, et tu as déjà Murillo et Balerdi, bah, avoir ce dernier joueur numériquement là, moi j'irais quand même le chercher parce que tu as quand même fait 3 pertes axe gauche en incluant l'ami Geoffrey Kondogbia qui est remonté au milieu de terrain par rapport à la saison dernière. Au-delà de ça, du coup, ouais, Mathis, pas d'autres recrues en défense pour toi, du coup, même en cas de Non, départ des franchement, Cornelius. moi, je Un pense pas latéral parce que, polyvalent. ouais, moi, c'est ça, je suis assez d'accord avec Kylian sur la polyvalence de Medina qui, si jamais, moi je pense que Medina sera le latéral gauche titulaire de l'OM cette année, mais si jamais il y a besoin, avec par exemple, je sais pas, une suspension de Balerdi ou de Ordonez, si jamais Ordonez vient, pour moi ce serait Medina ou Egan Riley qui vient. Mais je vois pas en fait de Zerbi, on l'a vu l'année dernière avec la Coupe de France, bah, il faisait pas tourner complètement, il faisait pas une revue d'effectifs complète en changeant le 11 complet. Il va changer des joueurs par-ci par-là pour moi avec les matchs, etc. Mais il va pas changer tout le 11. Donc avoir un Mmh. Cornelius qui serait dans l'idée un cinquième défenseur central, ouais, ça peut servir évidemment s'il y a une hécatombe ou s'il y a beaucoup de suspensions, etc. Mais c'est vraiment pas une priorité de le garder, par exemple. Et donc, ouais, s'il y a une offre qui nous satisfait, nous, et qui satisfait le joueur, pour moi, il y a aucune, comment dire, aucune obligation de le garder, quoi. Si jamais il y a une offre qui nous satisfait, etc., moi, je suis totalement apte à le laisser partir. Parce qu'on serait, du coup, avec Garcia, Medina, latéral gauche. Avec, du coup, en défense centrale, on aurait Balerdi, Ordonez, Medina, du coup, qui peut également évidemment jouer central. Et du coup, Garcia se jouerait latéral gauche. Et avec Egan Riley. Et à droite, on a Murillo, Wea, ou même aussi Egan Riley qui peut le faire. Donc, non, moi, franchement, au niveau de la défense, si la priorité, c'est évidemment du coup de faire un défenseur central. Ordonez, ça a l'air d'être bien parti. En tout cas, ça a l'air d'être la priorité. Donc, si on fait Ordonez, pour moi, le chantier défensif est clos. Et ouais, je suis d'accord aussi avec Kylian sur le fait de, évidemment, après, aller sonder le marché des milieux de terrain. Peut-être une opportunité de marché en fin de mercato, un joueur qui nous intéresse. J'avais entendu parler d'Eki Fernandez d'Arabie Saoudite qui pourrait peut-être nous intéresser. C'est un profil différent. Donc, donc voilà, moi franchement, je serais plus à même d'aller chercher un autre milieu quand on fait signer du coup ce central qui serait titulaire à côté de Balerdi. Je serais plus à même à aller chercher un milieu plutôt que de trouver un autre défenseur si départ de Cornelius. Les amis dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si pour vous aussi le mercato derrière est terminé, que quelles qu'en soient les raisons de départ de Cornelius et de Lirola. Et surtout, est-ce que pour vous aussi, la prio maintenant est bel et bien au milieu de terrain? Les gars, on va passer au quatrième sujet de ce DLZ. On coupe parce que je viens de dire une bêtise. Alors les gars, quelles attentes avez-vous pour cette nouvelle saison de Geronimo Rulli? On a vu notre portier très très fort sur ces 6 premiers mois, notamment pour moi, hein, je vous le dis clairement, avec le nombre de parades qui sortaient, le nombre de points qu'il nous a fait gagner.
c'était le meilleur gardien du championnat sur les 6 premiers mois. Les gens, si tu fais par rapport à la saison dernière, vont se rappeler de Donnarumma, de la série de pénaltys qu'il a sorti contre Liverpool la deuxième partie de saison. Mais si on se concentre vraiment sur août à décembre, on ne se rend pas compte du niveau de Geronimo Rulli et il était le meilleur gardien de son championnat. Sa deuxième partie de saison, alors on va pas dire qu'elle est mauvaise, hein, loin de là, on a quand même connu Paul Lopez à Marseille ou certaines séquences de Steve Mandanda. Mais Geronimo Rulli nous a offert quelques boulettes, on va dire, hein, notamment moi je pense à Lille où ça nous coûte 2 points alors qu'on est en passe de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et même de façon générale, disons qu'il a arrêté de survoler le groupe. C'était celui qui tenait l'équipe. Voilà, cette deuxième partie de saison, elle était beaucoup plus standard par rapport aussi au prix qu'on l'a payé. Hein. Et très peu de clean sheet, liés notamment à sa défense. Hein. Quand on voit encore les erreurs qu'il peut faire, notamment comme on l'a vu en prépa contre Séville, les gars, quelles sont vos attentes concernant notre gardien? Est-ce que vous en faites déjà toujours votre titulaire indiscutable? Parce qu'on se rappelle que quand Geoffrey Delange est arrivé, c'était le numéro 1 bis et qu'il était censé, comme on dit, concurrencer, Roulix. Il ne l'a pas fait parce que Roulier était beaucoup trop fort, hein, disons-le. Mais qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que c'est toujours pour vous, le gardien indétrônable? Est-ce que sa place doit être discutée? Voilà, Mathis, je te laisse débuter là-dessus. Moi je pense ouais, c'est pareil, c'est trop tôt pour moi pour, commencer à vouloir discuter de la place de Rouli. Tu l'as dit, les 6 premiers mois qu'il a fait à l'OM sont stratosphériques. On est tous d'accord Ouais, pour dire qu'il a surperformé. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Évidemment, c'est pas son niveau moyen, mais en tout cas, bah, on va pas se plaindre et même si, les 6 mois d'après ne sont pas excellents, ils sont pas mauvais du tout. C'est toujours un gardien qui rassure jeu au pied, qui est très important pour le jeu de 2 Zerbi, pour les sorties de balles et cetera. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, en plus du côté, gardien sur sa ligne et cetera, ou peut-être il a pu pêcher sur la fin de saison, même si, moi en tout cas je j'en tiens pas rigueur non plus. Et après tu as parlé des erreurs. Moi pour moi, ça me dérange pas parce que c'est le lot de gardiens sous 2 Zerbi. On veut jouer comme ça, on veut jouer avec un gardien qui est à l'aise balle au pied, qui hésite pas à tirer l'attaquant pour relancer et cetera. Ça arrive les erreurs comme ça, si ça va arriver encore cette saison, on est sûr. Ça va arriver 1 ou 2 fois, j'espère pas plus parce qu'après ça commencera à faire beaucoup, mais ça va arriver, c'est évident. Moi, ça me dérange pas parce que ça montre qu'on a des idées de jeu et on les annule pas, on les oublie pas juste après une erreur. Parce il y a eu l'erreur contre Lille, tu l'as dit en fin de saison. On s'est pas dit on arrête de jouer avec Roulibal au pied, il mmh, fait des erreurs, et cetera. Non, on est reparti, on a continué et tout. C'est une erreur qui arrive, c'est évident, mais pour moi, il y a aucun problème. Donc moi, je suis pas de ceux qui veulent, peut-être relancer la concurrence avec Jeffrey Delange ou quoi. Pour moi, Rouli doit, il l'a mérité avec sa saison dernière, il doit rester numéro 1 pour le moment. Après, on verra comment la saison se défile, si vraiment on voit qu'il sous-performe cette fois-ci et qu'il est pas à son niveau, au niveau auquel on l'attend, bah oui, peut-être qu'il faudra rediscuter la concurrence avec, Jeffrey Delange, mais en tout cas, pour le moment, à l'instant T, moi, je reste partisan de Rouli titulaire à l'OM. 5 clean sheets, 47 Mmh. buts encaissés la saison dernière, Ouais. pour notre Et portier argentin. c'est pas qu'à cause de lui, c'est, la Voilà, défense qui était vraiment aussi très compliquée, enfin, il était pas aidé, quoi. exactement. Franchement, tu vois la défense, c'était quand même pas du haut niveau, quoi. On a déjà une Et défense beaucoup plus solide, cette année, je trouve. et comme Sur le d'ailleurs papier, tu en l'as tout très cas. Après, on verra comment la saison se déroule. Comme, tu l'as très bien dit, notre façon de jouer aussi, elle expose plus le gardien à des erreurs. C'est-à-dire que si tu relançais toujours long, tu as moins de chances de perdre le ballon dans tes 30 derniers mètres. Kiki, pour toi, la place de Rouli, elle se négocie? Est-ce que tu y es fermé? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, en tout cas, je j'ai aucune inquiétude concernant Geronimo Rulli parce que déjà, il a fait 6 mois extraordinaires la saison dernière et pour moi, c'était le meilleur gardien de Ligue 1 sur les 6 premiers mois. Et il n'y avait absolument aucun doute là-dessus au vu du nombre de points qu'il nous a fait gagner à travers ses arrêts, ses pénaltys arrêtés contre Brest, contre Lyon et contre Rennes, il me semble.
Maintenant, après, ces 6 derniers mois ont été bien sûr bien moins bons que ces 6 premiers, mais en même temps, c'était compliqué de faire mieux que ce qu'il avait fait sur ces 6 premiers mois parce qu'il avait Ah, c'est vraiment clair. été en état de grâce Mmh. limite. Mais en fait, moi, ces 6 derniers mois, je les nuance dans le sens où, pour moi, il a été complètement abandonné par sa défense. Quand on regarde les matchs où on a pris notamment des cartons, les matchs contre Auxerre, les matchs contre Reims et les matchs contre Monaco, c'est souvent des buts où la défense est complètement apathique. On voit, il y a des gros problèmes au niveau de la gestion de la profondeur, des gros problèmes de placement. Pour moi, c'est vraiment la défense qui a été vraiment en dessous de tout sur les matchs, on a pris des cartons et non Geronimo Rulli qui a été moins bon. Alors oui, il y a cette erreur face à Lille, certes, mais comme a dit Mathis, et je suis amplement d'accord avec lui, c'est ce que je voulais aussi également souligner, c'est que on a continué quand même à jouer au pied avec lui, on a quand même continué à jouer comme on l'a toujours fait depuis le début de la saison, et on n'a pas renié nos principes parce que Rulli a fait cette erreur-là. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais sinon, oui, pour moi, non, il y a pas de doute sur le fait que pour moi, c'est le titulaire. Pour moi, c'est ton gardien voilà, qui doit jouer cette année, tout simplement parce que pour moi, il fait partie peut-être des 3 joueurs qui ont été les plus acteurs, on va dire, enfin, qui font partie des acteurs majeurs de la qualification en Ligue des Champions. Pour moi, derrière Rabiot et derrière Greenwood, je mets Geronimo Mmh. Rulli. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on repart avec lui cette année, surtout qu'on repart sur une saison voilà, importante avec la Ligue des Champions et c'est bien aussi de repartir avec tes hommes de base et tes hommes forts. Et pour moi, Rulli fait partie des hommes forts de cet OM-là. Donc pour moi, il y a aucun doute sur le fait qu'on repart avec lui cette année. Les Juste, si je peux ouais. rajouter quelque chose sur Rulli, Vas-y, Mathis. juste si je peux juste parler peut-être d'un point négatif sur la saison de Rulli, parce qu'on a quand même on a dressé beaucoup de louanges sur Rulli, mais si j'ai peut-être un point négatif à lui adresser, c'est je trouve il y avait quand même pas mal d'erreurs d'inattention quand le score était déjà acté. J'ai un souvenir, le but qu'on prend contre le Havre, le but d'Ayou, c'est une erreur où il rate complètement sa sortie. Le but contre Toulouse, pareil, début de saison, il sort, on sait pas ce qu'il fait, il se rate Ouais. complètement. Donc il y a ça aussi à faire attention. Après, c'est des buts qui nous ont pas dérangés, mais si tu parlais des clean sheets tout à l'heure, ça y a totalement contribué. C'est des erreurs qui, du coup, nous ont empêchés d'avoir ces clean sheets-là. Donc, il y aura ça aussi à faire attention cette saison. J'ai moi, j'ai un avis sur lui qui est, et en plus, j'ai toujours eu cette image de lui, parce que quand il avait fait son prêt à Montpellier, il dégageait déjà un peu ça. C'est ce côté, quand il fait une erreur, il te la fait pas à moitié. C'est-à-dire que Ouais, c'est l'erreur, tu as ça. l'impression Il se rate qu'elle complet, ouais. est elle est vraiment, irrattrapable ou un peu grotesque, je sais Ouais, pas si c'est de ouais. la décoration ou bon voilà, ça n'entache en rien tous les points qu'il nous a ramenés et les arrêts qu'il fait, mais quand même parfois, tu as vraiment l'impression qu'il est déconnecté, il a atterri sur le terrain et que, voilà, Il a lâché le il te fait cerveau. Il Allez, y a on y même, va. on peut même parler aussi on peut même parler bah, c'est tout récent, on peut parler du match amical contre Séville où il fait cette erreur là où il veut dribbler. Il y a Ouais, contre Séville, ouais. cette frappe de l'attaquant sévillan et Balerdi, Igan Riley qui sauve. C'est vrai qu'il a souvent des mmh. petits problèmes d'inattention. Mais voilà, après, c'est des trucs qui sont perfectibles. Voilà, c'est des petits défauts qui sont perfectibles. Mais pour moi, non, pour moi, il y a aucune remise en. Pour moi, honnêtement, tu peux pas remettre Ouais, voilà, en pas de cause là un joueur, pour moi, qui t'a rapporté énormément de points. Et pour moi, enfin, sans Rulli, je sais pas s'il y aurait eu une Ligue des Champions à jouer cette année. Donc voilà, il faut pas non plus avoir la mémoire courte. Pour moi, ça reste un de tes hommes forts et un de tes hommes de base de cette équipe. Donc pour moi, on doit repartir avec lui idem cette les année. amis dans les commentaires, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti sur la saison passée de Rulli. Si ces 6 mois de grâce sécurisent quoi qu'il arrive sa place en tant que titulaire, on sera très heureux de vous répondre. Les gars, il y a 2 C'est ans, bon? pas jour pour jour parce que la vidéo ne sortira pas le jour même, mais il y a 2 ans, en l'été 2023, le 1er août pour être exact, Iliman Ndiaye signait à l'Olympique de Marseille. C'est, je me mouille pas trop, le transfert, allez si, non, ça, en vrai c'est abusé, mais l'un des transferts les plus attendus de la période Longoria. Il y avait tout un storytelling autour Mm. de son histoire qu'il a eu plus jeune avec l'Olympique de Marseille, du niveau qu'il avait atteint en Championship
des espoirs qui étaient placés sur lui vis-à-vis de son potentiel. Je me souviens de l'interview de Mbemba sur Téléfoot qui lui dit « Viens à Marseille ». Iliman, etc. Enfin, il y avait vraiment toute cette hype concernant Ndiaye et bien sûr, pour la cerise sur le gâteau, c'est sa vidéo lorsqu'il a entre 8 et 10 ans à la gare Saint-Charles où il fait des jongles et où il nous explique que Marseille est une grande ville. Donc forcément, un petit talent à polir très attendu. Finalement, il te fait 1 an et il repart illico presto en Angleterre et c'est limite comme si on ne se souvenait pas de son passage aujourd'hui parce que les attentes qui étaient placées sur Ndiaye, la pression et finalement ce qu'on en a retenu. Peut-être une grosse performance contre Montpellier, le Saquin avec son incroyable but du pied gauche, mais c'est tout. Iliman Ndiaye, ça aura été des coups d'éclat à Marseille. Et en ce contexte, ce n'est pas le seul flop à l'OM. Et dans le contexte de cette vidéo, de ce triste anniversaire, je voulais vous demander, les gars, aujourd'hui, votre top 5, chacun, du coup, chacun votre tour, vous allez me donner, en partant du moins pire au pire, donc un par un, votre top 5 des plus gros regrets que vous avez eu, vous, à l'OM, des flops. On s'attend quand même à avoir de la période assez récente maintenant. Surprenez-moi, surprenez-nous, surprenez les auditeurs. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à donner, vous, votre top 5. Les gars, on est parti. Mathis, quel est ton 5e plus gros regret à l'Olympique de Marseille? Bah écoute, j'avais 2 joueurs, j'ai hésité. Je savais pas trop pour qui aller. Je vais dire quelqu'un, je pense pas que Kylian l'ait cité, ou alors peut-être que je me trompe, mais je vais parler de Bamo Meïté. Moi, c'est quelqu'un vraiment Ah, qui m'a apporté beaucoup de regrets parce que j'avais beaucoup je ne de l'ai pas cité. bah écoute, je suis content alors d'en parler parce que franchement, moi, c'est quelqu'un C'est bien, en Bamour. qui j'avais Ça, beaucoup c'est d'espoir. original. Mmh. C'est original, tu aimes bien? Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, moi, c'est quelqu'un en qui j'avais beaucoup d'espoir, ou beaucoup d'espérance parce que je l'avais vu débuter à Lorient. Franchement, je trouvais que c'était un top joueur. Je trouvais qu'il avait énormément de qualité. Et quand j'ai vu parler de l'échange avec Isaac Touré, etc., moi, je trouvais qu'on était totalement gagnant quand on comparait les deux profils footballistiquement. J'étais Mmh. vraiment très, très hype par ce transfert, honnêtement. Et bah, franchement, je suis trop déçu de son passage à l'OM. Je suis dégoûté que ce soit passé comme ça s'est passé. J'espérais beaucoup parce que je trouvais vraiment que c'est un joueur talentueux. Il y avait beaucoup de ballons parce que c'est un 6 qui est repositionné en défense centrale. Je trouvais qu'il avait énormément de qualité, etc. Mais ça n'a pas du tout marché à l'OM. Surtout qu'en plus, quand on voyait que De Zerbi comptait un peu sur lui parce que l'été dernier, on a refusé des offres de Rennes on parlait de 15 voire 20 millions. C'est qu'on vraiment on avait beaucoup même le club avait beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir en lui, et ça n'a pas du tout marché. On l'a envoyé après en prêt après 6 mois sans jouer, on l'a envoyé après à Montpellier, catastrophe complet, catastrophe ambulante. Il a enchaîné les erreurs, etc. Enfin franchement, je suis très déçu de la tournure de sa carrière. Donc pour lui, j'espère qu'il va réussir à se relancer après l'OM, à trouver un club où il va pouvoir, dans un cadre plus sain, essayer de jouer, de regratter des minutes pour retrouver son niveau qui pour moi devait être le sien dans sa carrière, quoi. Kiki, ton numéro 5? Alors, mon numéro 5, je vais pas dire que j'ai fait un petit peu dans le classique, mais un petit peu. Pour moi, c'est Vitinha, mon numéro Ben ça va. 5. Vitinha, pourquoi? Mmh. Vitinha, pourquoi? Parce que voilà, il y a eu quand même un prix de transfert quand même assez élevé de 32 millions d'euros. Vitinha, j'avais vu ses matchs avec Braga, notamment en Europa Mmh. League, où il m'avait fait très très bonne impression. Je trouvais vraiment que c'était un très très bon attaquant, très puissant, grosse frappe de balle. Techniquement, paraissait pas non plus hyper fâché avec. Voilà, on avait vu quand même au Portugal quelques petites prémices et je me disais vraiment que ça pouvait être très très intéressant. Et à l'OM, bah, je peux vous faire un dessin, hein. Vous avez vu les matchs comme moi, ça a été très 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 compliqué, voire même limite catastrophique, hein, on va pas se mentir. Donc ouais, moi c'est un de mes regrets parce que je pensais vraiment que ça pouvait être un très beau coup, hein. Tu prends 30 millions d'euros, pourquoi pas essayer de le polir et de le vendre plus tard à un gros prix, mais ça a été très très compliqué. Il n'a jamais su s'adapter. Alors après, les contextes ont été compliqués. Il arrive
au mercato d'hiver 2023. Donc, pendant la saison avec Tudor, Tudor le considère pas non plus comme un joueur important de son système, donc il le fait peu jouer, ou en tout cas, il le fait rentrer dans des contextes un peu compliqués. Et ensuite, les six lors de la saison 2023-2024. Alors, il y a ce mois d'août, il y a cette petite embellie au mois d'août où il marque contre Reims, contre Metz, il me semble. Oui, On se dit peut-être qu'il est parti pour faire une belle saison. Et derrière, bah, il y a plus rien, plus rien. Il y a des matchs très, très moyens. Il y a une perte de confiance, un manque de lucidité devant le but. Et moi, ce qui sonne vraiment à la fin de son aventure à l'OM, c'est ce fameux match contre Mm. Monaco avec cet énorme raté à la dernière minute et le fait qu'il parte direct derrière. Donc, ouais, moi, c'est un regret parce que franchement, je pensais vraiment que ça pouvait être un très beau coup et honnêtement, ça a été très, très compliqué pour Vitinha. c'est des joueurs, je remets juste dans le contexte du coup, pour Vitinha, il a fait 1 an tout pile et Bamo Meïté, 1 an, enfin 2 ans, mais 1 an et 2 ans, demi au club, 1 an et demi à 6 l'OM, mois. ouais. Voilà, c'est ça. Il y a un an et demi. En On passe au 4e, 4e joueur, Mathis. Valère Germain. Ah Alors, ça va. Que je sais que que 4e. tu le voyais plus haut? Ouais, ouais, je le voyais plus haut, c'est pour ça. Vas-y, je suis Bah, curieux. moi, j'avoue que peut-être j'aurais pu le mettre plus haut, mais je vois du coup maintenant beaucoup de supporters marseillais qui le font passer pour un nulard complet, etc. Faut pas oublier ses passages à Nice et à Monaco avant qu'il vienne à l'OM. C'est quand même un super joueur de Ligue 1. C'était un super joueur de système surtout. Je pense que c'est ça qui a fait défaut à l'OM. On n'a pas Mmh. su l'utiliser comme il fallait. Ça, c'est vrai. Tout seul devant, c'était pas Ouais, du c'est tout ce ça. qu'il fallait pour lui. En plus, ses débuts, ses débuts on nous ont fait espérer beaucoup de choses. Il met un triplé en barrage d'Europa League, donc contre Ostend, je crois, si je me trompe J'étais pas. au stade. T'étais au stade en plus. Ah, voilà, tu vois. Ouais, j'y étais. Donc, J'y étais. voilà, ça laissait espérer beaucoup de choses et au final, on a vu ses limites dans ce système-là. Moi, j'ai beaucoup de regrets aussi sur le fait qu'il n'ait pas été aligné avec Gomis. Gomis qui part l'année d'avant, enfin qui part la même année du coup. Ils jouent pas ensemble. Et je pense que ça aurait vraiment bien marché, Germain et Gomis. Les deux dans un système comme ça, surtout avec le Gomis qui était à l'OM. C'est un Gomis qui met 20 buts en Ligue 1. C'est quand même pas n'importe quel Gomis. C'est avec un Germain à côté qui tourne autour. C'est ce qu'il a fait toute sa carrière. C'est ce qu'il a toujours bien fait dans sa carrière. Et ben, à l'OM, on lui a pas donné les cartes pour vraiment réussir. Et on voit en fait après la dégringolade complète, pour moi, son passage à l'OM l'a complètement tué. Il part à Montpellier, c'est l'ombre de lui-même, il n'existe plus. Après, il part en Australie, je Après crois qu'il part. mentalement, En Australie, je crois, il me semble. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Mentalement, ça l'a tué l'OM. ouais, ouais, et puis il y avait de quoi avec le bashing qui s'était Mm, pris. c'est Mais ça. moi, là Ouais. où je te rejoins complètement, c'est qu'en attaquant de support derrière un Gomis, enfin, on là, c'est tous l'histoire, hein, c'est que l'OM n'a pas voulu donner le plus gros salaire du club en Ouais, c'est ça. conservant, en le laissant à Dimitri Payet. On ne sait pas ce que ça aurait donné, finalement, mais on avait avec Gomis enfin ce grand attaquant qui, sur une saison, avait réussi à nous combler devant et il aurait fallu ajuster, derrière lui. Et c'est vrai qu'accompagné d'un Germain, je suis certain que l'histoire elle est différente. Alors est-ce que tu fais derrière la finale d'Europa League? Est-ce que ça on saura jamais. Bien sûr. Mais, ce qui est sûr, c'est que le mentalement, enfin, il y a le garçon, je pense que l'homme a été, plus que le joueur de foot, a vraiment été marqué, négativement par Ouais. son passage à l'OM et en vrai, c'est compréhensible. Ah bah ouais, tout ce qu'il Kiki, a pris. Bah, moi, franchement, justement, le 5 j'avais Vitinha et Valère Germain, mais j'ai préféré prendre Vitinha, notamment au niveau du prix du transfert et notamment au niveau de la période récente. Enfin, c'était vraiment très, très récent. Mais c'est vrai que Valère Germain, j'ai longtemps hésité à le mettre dans mon 5. J'ai vraiment mis en 5 bis. heu, attends, alors tu peux nous le refaire Kiki? Parce que là, tu as vraiment buggé pour le coup. Non, Ce que tu viens de dire. je disais que j'ai longtemps hésité entre Vitinha et Valère Germain au niveau du 5e. Pour moi, c'était vraiment entre les deux que ça se jouait, mais j'ai préféré Vitinha, notamment au niveau du prix du transfert et de la période récente. Enfin, c'était vraiment très, très récent, mais j'ai vraiment hésité entre Vitinha et Germain. Ça marche. Alors ton numéro 4 du coup?
Moi, mon numéro 4, alors, je sais pas si c'est tellement un flop, mais moi, j'ai mis Cédric Bakambu. Ok. J'ai mis Cédric Bakambu. Ouais, j'ai mis Cédric Bakambu parce qu'en fait, j'ai trouvé ces 6 mois, en tout cas avec Sampaoli, pas intéressant, mais j'ai trouvé quand même qu'au niveau des stats et au niveau des buts importants, il en a mis quand même pour la saison de Sampaoli, notamment le but contre Nice qui nous permet de gagner dans un match très très important pour la qualification. Il y a le but contre Strasbourg également. Il y a aussi un match Bourbier à Metz qu'on gagne 2-1, c'est lui qui ouvre le score notamment. Mais j'ai trouvé que sa fin d'aventure à l'OM a été un peu compliquée. Il a été un peu mis de côté par Longoria. Il avait raconté un petit peu lors de son Zach en roue libre avec Zach Nani. Il avait été, voilà, à l'entraînement, il avait subi un petit peu, on va dire, pas une rébellion, mais il avait été mis un petit peu sur le côté à l'entraînement. Oui. Moi, j'aurais aimé le voir encore sur une année complète. Je pense qu'il aurait pu nous apporter un plus, surtout quand on voit les numéros 9 qui sont restés lors de la saison avec Tudor. Je me dis qu'honnêtement, en remplaçant d'Alexis Sanchez, il n'aurait pas été de trop. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est un flop dans ce sens-là, parce qu'on n'a pas réussi à capitaliser sur lui sur une saison complète. Et je pense qu'on aurait pu le faire, parce que franchement, sur les 6 mois qu'il a fait, il a quand même rendu de beaux petits services. Et j'ai un petit regret par rapport à Bakambu. Bakambu, c'est l'image typique du président Longoria trader, c'est-à-dire qu'il te fait venir un joueur parce qu'il a un besoin et puis très vite il veut te l'exfiltrer. Je crois que dans l'interview que tu citais avec Zagnani, il disait qu'il le faisait jouer piston Latéral. Ouais, c'est ça. dans Ouais. le système C'est sa latéral gauche, de ouais. Tudor. Bon, voilà, c'était un peu des méthodes un peu assez douteuses. Bon, aujourd'hui il y a le loft, hein, vous me direz. Mais, Ouais, c'est vrai. mais voilà, Bakambu, je te rejoins, Kiki, je suis assez d'accord avec toi. Mathis, ton numéro 3, du coup. Juste avant de le faire, j'avais une question en off un peu. Ouais. Est-ce que NDI, il faut le mettre absolument ou pas? Ah non, t'es pas Enfin, obligé. Hein. pour moi, il y est dans les 5, mais en fait, vu qu'on l'a évoqué déjà avant, je me dis peut-être on peut parler Voilà, d'autres mais joueurs ou quoi. non, non, tu dis, bah voilà, tu l'as dit en intro, moi, NDI, il est dans mon Ouais, classement, ok, machin. ça marche, ça marche. Voilà. Ok, ok. Vas-y, c'est bon. Vas-y, vas-y. Du coup, pour mon numéro 3, bah, Kylian en a parlé. Moi, j'ai mis Vitinha en numéro 3. Je l'ai mis un peu plus haut. Parce que, ouais, bah, tu l'as dit, je vais pas non plus répéter tous tes arguments qui sont très vrais. Je suis en accord avec tout ce que tu as dit. Le prix du transfert, vraiment, ça m'a Ouais, dégoûté c'est le de prix. pas le voir réussir, en fait. C'est par C'est rapport au le prix, en prix fait. qui fait le mercato, C'est ouais. ça. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai un attachement pour ces joueurs-là, comme ça. Je trouve qu'il était attachant, Vitinha. Il était, je sais pas comment le dire. Il était Mais limité c'est vrai. techniquement, on le voyait mais il se battait. Enfin, franchement, sur ça, on pouvait pas lui reprocher ça. Et je sais pas, il avait un truc qui, moi, me donnait envie de l'aimer et qui, moi, me donnait beaucoup d'espoir. T'as parlé de son début de saison en trombe avec ses buts contre Reims et contre Metz. Mais même, je me souviens, il met un lob en prépa contre Nîmes. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est incroyable. Vitinha va tout casser cette saison et tout. Et vraiment, la redescente m'a fait trop mal. Et le raté contre Monaco, vraiment, a éteint tout ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, Vitinha, ça m'a vraiment donné beaucoup de regrets. Parce que c'était un joueur que j'aimais beaucoup. C'était un joueur que je voulais voir réussir, surtout, plus que ce que je pense qu'il pouvait. Mais j'avais vraiment, vraiment très envie de le voir réussir. C'est un joueur que j'aimais beaucoup. Donc voilà pourquoi je l'ai mis troisième. Kiki, ton numéro 3, du coup. Mon numéro 3, j'ai mis Arkadiusz Milik. Ah, c'est un. J'ai mis Arkadiusz Déjà, Milik. attends, juste, déjà, tu sais que c'est rare de le considérer en flop parce que pour la Team OM, c'est pas non plus. Enfin, voilà, il y a service rendu, euh, il est en Moi, Ouais, je mais pour qualité. l'avais, moi, je pour moi, l'avais dans c'est mon ça. 5. J'hésitais entre Pour moi, Meite et Milik. ouais, Ok. pour moi, en tout cas, pour moi, Milik, j'ai été très, très déçu de sa saison sous Sampaoli, en tout cas. Franchement, j'ai été très, très déçu Ouais, dans le sens où j'ai trouvé qu'on a quand même beaucoup mieux joué, ou en tout cas, nos meilleurs matchs dans le jeu, c'était des matchs où c'est. Milik ne jouait pas. Ouais, Et il exact. faut le dire, sincèrement, c'était des matchs où Milik ne jouait pas. Honnêtement, j'étais très, très déçu dans le jeu. Je trouvais qu'il avait du mal à se connecter, notamment technique autour de lui.
que ce soit Payet, que ce soit Under, que ce soit Guendouzi lors de la saison avec Sampaoli. J'ai trouvé vraiment qu'il avait vraiment du mal. Et moi, là où j'ai été énormément déçu, c'est que dans les gros matchs, en tout cas dans les moments Ouais. qui comptaient, il y a peu de gros matchs où Milik a vraiment porté cette équipe et a vraiment montré ou a été décisif en tout cas. Moi, j'ai le souvenir de son match contre le Feyenoord, le match retour de la demi-finale de conférence qui est catastrophique. Je suis au stade, match, il est vraiment horrible. Il y a son match également en Coupe de France à Nice où il passe complètement à côté. Ouais. Il y a plein de matchs de Ligue 1 où il passe un petit peu aussi au travers. Enfin, moi, je trouve que la saison de Milik sous Sampaoli, en tout cas, elle a été très, très compliquée. Alors, je ne sais pas si c'est cette blessure qui l'a écarté pendant les premiers mois de la saison qui lui ont fait du mal, mais j'étais vraiment déçu parce que j'avais beaucoup d'espoir. Ces 6 premiers mois à l'OM, enfin, la fin de saison, la fin de la première saison de Sampaoli, quand il arrive, il fait 6 mois exceptionnels où il marque but sur but et il qualifie l'OM pour et derrière, sa saison avec Sampaoli, elle est très, très compliquée. Son rapport dans le jeu et sa connexion avec le reste du groupe a été compliqué. Leur débat sur le vraiment si indispensable que ça dans le 11. Moi, j'avais toujours milité que non. Pour moi, on aurait très bien pu faire la saison sans même forcer énormément avec Milik en tant que titulaire. Pour moi, je trouve que Milik a plus été un poids dans notre saison avec Sampaoli plutôt qu'un atout. Et c'est pour ça que je le mets en. J'ai été Et globalement, en tout cas, déçu de cette saison-là qu'il a faite avec Sampaoli notamment. on se disait toujours, enfin, en tout cas moi sur le début de saison, je me souviens très bien où on attendait de signer Lirola et le retour de Milik avec Payet faux neuf. On se disait: «Ah et en plus, quand on aura Milik, on sera encore plus fort» et C'est ça. la C'est déception exactement qu'il y ça. a eu à son Ah ouais. retour, elle était grave où tu te dis: Ouais. «Bah, du coup, il est là et non, en fait, c'est mieux sans lui». Et donc, tu avais ce double, ce premier coup et ce contre-coup, d'en plus te dire: «Tu as un gros salaire comme ça, un joueur utile et tu peux pas t'en servir». Heu, Mathis, du coup, ton Il top n'était pas 1. adapté au système quand même. Ouais, Ouais, c'est vrai. exactement. Mathis, ton Il était pas adapté au système. Moi, je trouve honnêtement que au niveau, enfin, comment dire, au niveau de la connexion qu'il avait avec ses coéquipiers, et puis même au niveau d'un point de vue technique, je trouve vraiment que c'était un joueur pour moi qui était pas adapté à ce que voulait mettre en place Sampaoli, pour qu'il mange les espaces, un attaquant qui prend la profondeur, un attaquant qui arrive à créer une connexion. Un Guiri, par exemple, ce serait parfaitement acclimaté dans le Mmh. système de Sampaoli, mais un Milik, malheureusement, qui a besoin vraiment de ballons dans la surface et d'être vraiment un œuf pur, un renard des surfaces, bah, dans le système de Sampaoli, ça a été vite compliqué. et pourtant, il l'avait bien fait sur les 6 mois de la saison 2020-2021. Mais C'est ça, il 2021-2022, avait bien fait, ouais. Ouais, Je c'est pense peut-être que compliqué, c'est ouais, sa blessure qui a peut-être joué des peut-être. tours, mais c'est vrai que ouais, cette saison avec Sampaoli, j'ai été vraiment déçu de son apport dans le jeu en tout cas. Mathis, pour ton top 2. Bah, tu as parlé en intro, NDI. Pour tout Mmh. tu as parlé, tout le storytelling autour, fan de l'OM, il vient de Marseille, la vidéo quand il est jeune à Saint-Charles, la vidéo de présentation qui nous a tous hypés. Je pense que c'est la meilleure vidéo de présentation que l'OM ait faite, qui nous a vraiment tous, envoyé, enfin, on s'est tous dit: «Il peut que réussir à l'OM». On a tous envie de le voir réussir, en fait. Et Ouais, il y a ça, malheureusement, ouais. bah, ça s'est pas passé comme on le voulait. C'est pas parce que le joueur est nul, parce qu'on le voyait, en fait, il avait des bribes vraiment où on voyait ses qualités. Il avait des qualités énormes, balle au pied, quand, pour éliminer son vis-à-vis et cetera. Il avait des qualités vraiment énormes, mais je sais pas vraiment ce qui a pas marché. La peur du j'ai l'impression qu'il avait vraiment peur du vélodrome, en tout cas. Il avait Le prix beaucoup de aussi, peut-être, pression, hein. il a pas peut-être le prix aussi, peut-être que ça il a eu du mal, mais j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui arrivait pas à gérer la pression, en tout cas. Parce qu'il y avait quand même, Mmh. on va pas se mentir, on avait tous envie de le voir réussir, mais il y avait quand même une pression autour de son transfert avec, bah, du coup, tout le storytelling également, quoi. C'est les 2 revers de la pièce, quoi. Donc, obligé de performer et cetera, ça je pense que la pression lui a fait beaucoup de mal et ouais, la peur du vélodrome, moi, je l'ai vraiment ressenti chez lui. J'ai l'impression il arrivait pas à performer et cetera et enfin, vraiment, c'est un regret énorme. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça, on voulait en fait, c'est vraiment le truc, c'est qu'on voulait tous le voir réussir. Il parlait à tout le monde, c'est un jeune de Marseille qu'on voyait à l'OM, on se disait: «C'est génial», enfin, c'est génial d'avoir un mec comme ça enfin dans l'équipe et cetera, mais ça a pas marché du tout et ça donne beaucoup de regrets, quoi. Le 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 regret, quand même,
même si je suis d'accord avec toi, hein, je le mettrai aussi dans mes plus hauts, il est un peu moindre dans le sens où j'ai vu aussi sa saison avec Everton et là où Mmh. sur, son premier match, notamment en prépa, où il a des actions où il flingue tout, où tu sais, il va tribler à 5-6 joueurs et en fait, avec Everton, il a fait un peu la même chose. Alors, avec nous, c'était quand même très marqué, mais il a fait un peu Mmh. la même chose, c'est-à-dire qu'il va avoir des actions folles, il va avoir, un vrai impact sur le terrain par instant, mais sinon, dans la globalité, ça reste un joueur effacé et le fait que même en retournant en Angleterre, dans un club, qui joue la deuxième partie de tableau en plus, hein, alors c'est la première ligue, je suis Ouais. d'accord, mais quand même, si tu te cantonnes à être juste un excellent joueur de championship, en fait, tu peux pas aspirer à être plus dans les 5 grands championnats. Donc, ça a un peu, apaisé ça. Je sais pas si toi, ça te fait ça aussi, mais moi, je croyais vraiment qu'on avait loupé un Mmh. talent à cause, de la pression et en fait, je me Ouais. dis: «On a juste, eu un flop», mais parce que de façon générale, c'est un gros potentiel sur lequel il y a des attentes, mais il réussira pas non plus, à exploser son plafond de verre, quoi. Ouais. J'avais quand même été déçu moi de le voir partir après 1 an. C'était le Ouais. type de joueur où je me disais, après un an compliqué, 1 an d'adaptation et tout, mais peut-être que la deuxième année, ça peut être son année, tu vois? Il peut tout casser et cetera. Il appréhende le vélodrome, il a compris comment le vivre, comment jouer avec tout simplement. Mais Mmh. malheureusement, bah, enfin malheureusement, je sais pas, mais en tout cas, il est parti. Donc je pense qu'en fait, on s'est dit, c'est un peu comme pour Ismaïla Sarr. Bon, Ismaïla Sarr, je pense que vraiment il fallait qu'il parte, mais on s'est dit: «Il a quand même encore une cote en Angleterre, c'est le moment de le refourguer», si je peux dire, pour, récupérer Mmh. ton argent, récupérer ton investissement en fait et pas être perdant sur ces transferts-là, quoi. Donc ouais, c'est un peu c'est un regret quand même et tu l'as dit, peut-être un peu plus mesuré quand on voit Everton, c'est un peu un joueur de fulgurance, en fait. C'est pas un joueur qui va être régulier toute une saison à t'apporter tout ce qu'il peut t'apporter, quoi. C'est peut-être, ouais, un joueur de fulgurance qui va te faire un match, qui va peut-être être inexistant sur 2 matchs, 2 ou 3 matchs suivants et cetera, quoi. Kiki, ton top 2. Mon numéro 2, il est très très récent. Pour moi, c'est Eli Wahi. Ah oui. Eli Wahi, parce que moi, Eli Wahi, j'avais beaucoup d'espoir sur l'arrivée de Eli Wahi. Alors, j'étais un petit peu réticent au début au niveau du transfert parce que j'avais suivi sa saison avec Lens et j'avais trouvé vraiment que sa saison avait été compliquée, mais j'avais énormément nuancé sa saison à Lens parce que pour avoir beaucoup suivi les matchs du RC Lens quand il était là-bas, j'ai trouvé vraiment qu'il n'avait pas été aidé par l'animation offensive qui avait été compliquée. Il n'avait pas eu beaucoup de ballons, il n'était pas très très bien servi, ou en tout cas pas dans les meilleures conditions. Je me disais que là, dans une configuration avec un Mason Greenwood, un Pierre-Emile Højbjerg, un Adrien Rabiot, un Luis Enrique, il allait avoir des meilleurs ballons, être servi dans les meilleures dispositions et claquer des buts. On l'a vu à Montpellier, il a quand même claqué, je crois, une vingtaine de buts, je crois, dans sa saison 2022-2023. Donc, il avait quand même des prémices c'est quand même un très, très bon avant-centre. Sauf qu'arrivé à l'OM, ça a été très, très compliqué. Il y a ce premier match contre Reims qui est compliqué. Il se fait siffler au stade. Ça l'a pas aidé à se mettre en confiance. Derrière, il y a eu un bon match à Montpellier, mais derrière, il y a eu une rechute complète contre le PSG. Et ensuite, derrière, il n'a jamais su décoller. Et moi, surtout, ce qui fait très, très mal dans ce transfert-là, c'est que il a réussi à se Ouais, faire prendre sa place par un Neil Maupay qui était venu dans l'optique d'être une doublure, qu'on a acheté 5 millions à tout casser et qui lui a grillé sa place. Et ça, je trouve que c'est quand même très, très dommage. Même si, bon, j'étais quand même déçu de le voir partir cet hiver parce que je me disais vraiment que il allait repartir du bon pied, surtout qu'en plus, il marque contre le Havre. Confiance, ça aurait été bien qu'il enchaîne. Malheureusement, petit regret, gros regret même pour Eli Wahi, parce que franchement, j'avais quand même pas mal d'espoir, parce que je trouve quand même que ça reste un neuf quand même de très très bon niveau, et on verra ce qu'il va faire à Francfort là cette saison. Mais ouais, j'aurais aimé le voir réussir à l'OM en tout cas. Ouais, avec le départ d'Ekitike, il jouera sûrement plus, mais les 6 mois ouais, qu'il c'est a ça. fait là-bas, C'est compliqué, hein. heu, il a pas ouais, Apparemment, c'est il a pas de compliqué, temps ouais. de jeu. Il s'est blessé aussi, je crois qu'il était blessé quand même une grosse partie de cette Mmh. période-là. Mais en tout cas, enfin, Ouais, s'il c'est ça, il réussit s'est pas à blessé Francfort, à un moment donné. pour un attaquant français de pas réussir à Francfort, ça paraît compliqué quand on voit les derniers joueurs sortis. Ouais. Donc, franchement, je pense que c'est peut-être j'abuse un peu, mais c'est peut-être sa dernière chance quoi, réussir au haut niveau. Donc, à voir.
Mathis, ton numéro 1. Peut-être un peu, je sais pas, je pense pas que ce sera le numéro 1 de Kylian, peut-être que je me trompe, mais moi j'ai envie de parler d'Abou Dhabi. Parce que vraiment Abou Dhabi, moi j'avais beaucoup de. Enfin, Ah, c'est dur comme cas à évoquer parce qu'en fait, on se disait qu'il était quand même sur la fin, mais en fait, quand je vois à côté de lui Lassana Diarra, comment on a réussi à le remettre en selle, Mmh. ça me frustre énormément qu'on n'ait pas réussi à faire pareil pour Diaby, quoi. Après, évidemment, Mmh. les deux cas sont différents. Diaby, sa blessure à la cheville lui a totalement tué sa carrière. Il n'a jamais réussi à en revenir, etc. Mais ça m'a donné beaucoup de regrets, en fait, en compas. Je pense que s'il y avait juste eu Diaby et que ça n'aurait pas marché, tu te dis tant pis, c'est un coup à tenter, c'est un coup qu'on a tenté, ça n'a pas marché, tant pis. Mais en fait, le fait qu'il y ait Lassana Diarra juste à côté, qui fait ça, qui fait la saison qu'il fait, elle est stratosphérique. C'est peut-être franchement, de moi, peut-être de ce que j'ai vu à l'OM, c'est peut-être le meilleur milieu que j'ai vu à l'OM. Et Oui, honnêtement, c'était surtout ouais, en fait ouais, à côté des mecs. largement. Enfin, franchement, c'était compliqué à côté de lui quand même. Il était pas avec la meilleure équipe de l'OM, quoi. Et le mec, il surnageait complet. Il retrouve même l'équipe de France. S'il se blesse pas, il est à l'Euro 2016, etc. Donc, euh, donc moi, ça m'a donné beaucoup de regrets en fait de voir Diaby ne pas réussir à côté de Diarra, quoi. Quand on compare les deux, je me dis Diaby, Arsenal, c'était tellement un joueur de dingue. Moi, c'est un joueur qui m'a fait kiffer. Tu te disais, c'était le futur Vieira, il allait prendre le milieu de l'équipe de France pendant 10 ans, ça allait plus bouger. Malheureusement, il y a eu ces blessures à répétition, il a jamais réussi à en revenir. Et avec Diarra à côté, on se dit peut-être que Marseille va réussir à relancer les deux. Malheureusement, ça a été que Diarra. Du coup, moi, j'ai eu beaucoup de regrets par rapport à Diaby sur ça. il a même pas, il a fait, un match, hein, 3 matchs, je crois, ou ouais, 3 ou 4 matchs. Ouais, En il a plus, il fait prend sa 3-4 retraite matchs, après même l'OM. pas. Il prend sa retraite après l'OM. Il a même pas Ouais. essayé de repartir autre part ou quoi. Il savait que c'était fini. mmh. Donc ça, franchement, ça m'a beaucoup attristé, quoi, de voir un joueur comme ça lâcher complet, quoi. C'est un beau numéro 1, tu vois? C'est pas ce que J'aime j'aurais bien, choisi, mais ouais, ça à la forme et tout, je comprends tout à fait. ça fait Du plaisir. coup, le standard a été mis, assez haut. Kiki, ne nous déçois pas. Ton numéro 1, vas-y. Bah écoutez, je pense que je vais vous décevoir parce que bah, j'ai fait dans le très très classique. Pour moi, bah, le numéro 1, pour moi, c'est bon. Ouais, Pour moi, c'est Iliman Ndiaye. Pour tout ce qu'on a dit. Je vais pas paraphraser ce que vous avez dit, mais en fait, moi, il faut savoir que moi, je suis à Marseille au moment de son transfert. Euh, je suis à ça d'aller à l'aéroport pour aller l'accueillir. J'ai pas pu y aller parce que j'avais eu un empêchement. Mais j'étais tellement, mais tellement hypé par son transfert parce qu'en fait, ça se sonne bien, en fait, de voir ce gamin qui est fan de l'OM depuis tout petit, qui veut absolument jouer dans sa ville, réussir dans sa ville. Il y avait déjà eu une interview, je crois, avant, il disait que oui, que son rêve, c'était vraiment de jouer à l'OM, d'être une star, d'être une légende, de réussir au club. Et puis, il y a cette vidéo d'annonce du club qui m'a le premier match qu'il fait contre Leverkusen en match amical, je suis au stade. Quand il rentre, quand il est présenté Oui, par le son speaker, tu as tout le stade qui se lève. Enfin, tu vois, il y avait vraiment une histoire, il y a vraiment un truc. Tu te dis vraiment que ça a tout pour être la magnifique histoire. Et au final, bah, ça a été compliqué. Alors, ça a été compliqué parce que pour moi, le contexte n'a pas du tout aidé. Vraiment, pour moi, ça a été très, très compliqué de performer dans une équipe qui a été vraiment très, très mauvaise une grande majeure partie de la saison. Mais voilà, j'ai été déçu parce que voilà, j'y croyais tellement. Et franchement, même après cette saison-là, je me suis dit, bon, il va sûrement rester une deuxième saison, il y a deux Herbie qui va arriver. Voilà, peut-être que ça peut peut-être repartir. Et là, il décide de partir à Everton. Ouais, ça m'a fait quelque chose. Pour moi, c'est mon plus gros regret. Mais moi, je suis persuadé qu'il va revenir. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, quand il aura fait ses armes en Angleterre ou dans un autre club, je pense qu'il va revenir pour essayer de terminer son histoire ici. Moi, je suis persuadé que l'histoire, elle n'est pas terminée. Mais pas pour sûr là. l'instant, ouais, c'est mon. Tu te là, rassures un peu là? c'est le romantique qui parle. Ouais, je pense aussi, hein. Ouais, moi, j'espère, mais je pense que s'il y a une Ce serait beau. possibilité qu'il revienne, il va saisir l'opportunité, j'en suis sûr et certain. Parce que ça se voit qu'il aime le club, je pense pas qu'il faisait semblant. Ça se voit qu'il Ah oui, non, ça non. aime vraiment le Non, c'est club, ça se sûr. voit vraiment qu'il a ça dans le sang. Je pense pas que c'était vraiment de la com ou de la comédie. Mais moi, je suis persuadé que s'il y a une opportunité qui revienne, il reviendra. J'en suis sûr et certain.
Les gars, merci pour cette vidéo. Franchement, très complet. J'ai adoré vos analyses, notamment un peu plus personnelles sur votre top 5. On se retrouve de toute façon très vite hein, cette semaine. On refera des petites vidéos à thème comme ça avec classement, parce qu'en plus, on en découvre, on découvre de beaux avis, donc c'était sympa. N'hésitez pas, hein, pareil en commentaire, allez-y, réagissez, donnez votre avis, votre top 5. On lit tous les coms, les gars, de toute façon, il n'y en a pas tant que ça. Donc on lit tout, on réagit. Et on se retrouve très vite. C'était l'épisode 19 de Dans la Zone. Kylian, merci. Mathis, merci. Et Merci à puis, toi. bah, Merci bon à toi. appétit. Bonne Ouais, soirée, les gars. Ouais. bon À appétit, bonne très soirée. vite.